for this introduction. Bonjour et merci à la comité d'organisation pour l'invitation pour ce congrès, et je suis très contente d'être ici parmi vous à cette belle ville à Marrakech. Et donc, comme dit, évidemment, je vais avec vous voir les nouvelles tendances en matière de stimulation pour la FIF et l'ICSI. Donc, on va voir quelques nouveaux types de stimulation, et donc effectivement, ce que je veux partager avec vous, c'est effectivement les techniques de random start, les PPOS et les multiples stimulations pendant une cycle menstruel. Et donc, évidemment, ces nouvelles techniques de stimulation ont été introduites parce qu'on sait qu'il y a une augmentation énorme des cycles de frisol. Les indications pour effectuer un cycle de frisol ont vraiment augmenté les dernières années, ce qui a fait en fait un switch dans notre prise en charge des patientes, mais aussi un switch dans la nécessité des différents types de stimulation. Et évidemment, ces cycles de frisol nous ont aussi permis de effectuer en fait une segmentation de cycle. Donc, quand on peut effectivement déférer le transfert d'embryon le transfert d'embryon, effectivement, ça ouvre des autres portes au niveau des types de stimulation, car on ne doit pas faire une synchronisation entre l'endomètre et l'embryon. Et donc, effectivement, ces indications sont très différentes. On voit que, premièrement, les frisols ont été introduits pour éviter des hyperstimulations. Et donc, évidemment, on voit que les patientes qui ont tendance à faire une hyperstimulation peuvent être des patientes qui peuvent bénéficier de ces autres techniques de stimulation. Évidemment, en cas d'élémentation, augmentation de progestérone en phase folliculaire. Bon, ça, c'est un groupe de patientes qui est moins facile à identifier à l'avance. Les patientes avec adéno et endométriose, on a eu toute une session ce matin sur ces patientes, et on voit qu'évidemment, il y a des données qui montrent que dans ce type de patientes, peut-être un frisol peut être bénéficiel pour vraiment court-circuiter le problème d'hyperœstrogénémie et résistance à la progestérone dans cette groupe de patientes. Deuxièmement, évidemment, il y a aussi un groupe qui devient de plus en plus grand, c'est les patientes qui doivent avoir un DPI pour des différentes indications, et aussi la préservation de fertilité pour des raisons médicales et non médicales. Dernièrement aussi, les gens qui effectuent un don d'ovocytes sont des patientes qui peuvent avoir donc bénéfice des autres types de stimulation. Et évidemment, tous ces changements n'ont pas pu avoir lieu quand on n'avait pas la vitrification. L'introduction de la vitrification a évidemment fait qu'on avait des programmes de vitrification pour des ovocytes et des embryons qui sont vraiment très très bénéficiels. On a des taux de survie qui sont bientôt arrivé à 99%. Et donc, on voit que ceci a aussi effectué et aussi contribué à cette segmentation de cycle, à une séparation de la stimulation et deuxièmement, un cycle déféré pour le transfert d'embryons congelés. Et donc, évidemment, la théorie des phases, des waves, des différentes waves, des croissances folliculaires durant un cycle menstruel ont vraiment ouvert une autre esprit, une autre vue sur le cycle menstruel et aussi sur les possibilités de stimulation durant ce cycle menstruel. Et donc, dans cette revue qui a été publiée très récemment par Baris Atta, on voit effectivement ces différentes possibilités de commencer déjà premièrement la stimulation dans différentes phases de cycle menstruel. Et donc, on voit qu'en fait, dans ces cycles où on ne doit pas synchroniser le transfert d'embryon congelé ou le transfert d'embryon avec la stimulation, on voit qu'on peut en fait à n'importe quel moment dans le cycle menstruel commencer avec la stimulation. Donc ça, on voit effectivement dans cette figure, donc effectivement plusieurs possibilités dans ce cycle menstruel. On a effectivement des commencements en cycle péri-ovulatoire, et on voit qu'en cycle péri-ovulatoire, on utilise effectivement la progestérone endogène qui va monter après l'ovulation pour bloquer le pic d'LH plus tard dans le cycle. Et on voit qu'en cycle plutôt tardif folliculaire, là il y a aussi plusieurs possibilités. Soit on n'a pas besoin des antagonistes, des agonistes ou des progestérones pour
bloquer le pic des lâches, mais on voit que dans certains cas, ce sera nécessaire. Donc, soit on utilise des protocoles fixes où on introduit d'emblée un bloqueur, soit on attend, on fait un monitoring du cycle et on introduit quand c'est nécessaire d'introduire l'inhibiteur. Et dernièrement aussi en phase lutéale, on a une possibilité d'effectivement commencer la stimulation. Si on regarde les données, donc effectivement, ce qu'on voit dans ces études, c'est que souvent, quand on commence la stimulation en phase tardif folliculaire ou lutéale, il y a surtout souvent une durée un peu plus longue de cette stimulation. Mais on voit que si on regarde vraiment dans les jours, c'est plutôt 1-2 jours plus long. Donc en soi, c'est pas une grosse différence. Si on regarde effectivement au niveau des recrutements des ovocytes, on voit que souvent les recrutements est similaire si on commence en début de cycle, donc classique, soit plus tard en cycle tardif folliculaire ou lutéal. Et même dans les patientes qui ont une réserve ovarienne basse, là, le commencement en cycle lutéal, en phase lutéale, a parfois aussi montré qu'il y a des avantages, vu que les follicules à ce moment-là sont bien synchronisés et on arrive parfois à recruter plus d'ovocytes dans ce type de patientes. Si on regarde les données et si on regarde les études qui ont été effectuées dans notre centre, donc ça c'est un RCT qui a été effectué dans des patientes qui ont donné des ovocytes. Et là on a comparé donc un protocole très classique, commencé 2e jour du cycle avec un antagoniste, avec effectivement un cycle commencé plus tard en la phase folliculaire, donc jour 12 à peu près de la phase lutéale, de la phase folliculaire, pardon. Et on voit effectivement qu'il n'y a pas de différence dans le nombre des ovocytes qui ont été récupérés. Et deuxièmement, on voit aussi que dans ces patientes, il y avait qu'une patiente des 67 patientes qui avait vraiment besoin d'un antagoniste quand il commençait dans la phase tardif folliculaire. Donc, ça réduit effectivement aussi énormément les frais d'une stimulation. Donc, ça, on a vu. Par contre, de nouveau, on voit que la duration de la stimulation dans le groupe d'études était plus long, mais ici, c'était une différence de 0,9 jours. Et deuxièmement, effectivement, aussi associé à la longue durée, c'est effectivement que la consommation de l'FSH était plus haute. Deuxièmement, et ce qui est aussi important de savoir, c'est aussi le côté plus dangereux, on va dire, dans les random start. Donc ça, c'est 2 cas qu'on a eu chez nous dans notre hôpital. Donc évidemment, quand on commence le traitement, soit en périovulatoire, soit en phase lutéale, une grossesse précoce est difficile d'être déterminée. Ça peut parfois, si on commence alors la stimulation et qu'il y a un début de grossesse qui apparvient, ça peut parfois donner des problèmes d'hyperstimulation. Ça, c'est 2 cas qu'on a eu dans notre centre. Donc, le premier cas, c'était un don d'ovocytes qui commençait en phase jour 19 du cycle, où on avait à ce moment-là pas d'HCG positif parce que c'était trop tôt après le développement et après l'implantation de l'embryon. Et on a vu que cette patiente avait vraiment développé une hyperstimulation. Deuxièmement, un autre cas, ça c'était une patiente OMPK qui avait plus de cycle, où on a commencé la stimulation à jour 48-49 de cette patiente. Les valeurs hormonales à ce moment-là étaient basales, mais malheureusement, elle a quand même aussi développé un follicule qui a été fécondé spontanément. Donc, important, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire des random start, mais c'est important de soit monitoriser l'HCG durant ces cycles, certainement chez des patientes des dons d'ovocytes qui sont en soi fertiles, des patientes fertiles, à bien les informer aussi de ne pas tomber enceinte spontanément. Ou deuxièmement, de faire un mesure d'HCG au cas où on voit que la progestérone continue à monter et qu'elle chute plus, ou qu'après une chute, qu'il y a de nouveau une augmentation de la progestérone. Deuxièmement, si on regarde, donc on avait regardé les random start, donc je pense que ça c'est vraiment aussi introduit dans la clinique pratique qu'on commence de plus en plus à commencer les stimulations, surtout pour des gens avec déjà une frisole déterminée à n'importe quel moment dans le cycle. Ça facilite la vie autant de la patiente que du clinicien. Et deuxièmement, on a aussi regardé et on a aussi introduit des autres manières de bloquer le pic des lâches pour éviter effectivement de ne pas avoir des injections. Et une des possibilités, c'est effectivement l'utilisation des progestatifs. Donc, comme on dit, les protocoles PPOS.
Et on voit que c'est Kwang, le groupe de Kwang en 2015, qui étaient les premières à vraiment pouvoir bloquer le pic des lâches avec une administration d'MPA. Donc ça, c'était une étude prospective contrôlée. Et effectivement, on voyait dans cette étude qu'il n'y avait pas de différence entre les patientes qui avaient utilisé un antagoniste et l'MPA. Donc il n'y avait pas de différence en taux de Lifeboat et pas de différence en taux de ovocytes récupérés. Évidemment, beaucoup d'études ont suivi après, et donc on sait que non seulement l'MPA est une des possibles progestatifs qui peuvent être utilisés pour bloquer effectivement les lâches, mais on voit qu'en fait on a beaucoup de progestatifs qui peuvent être utilisés pour bloquer le pic des lâches. Ici, ça c'est juste un revue pour vous montrer les doses qui sont nécessaires pour effectivement bloquer l'ovulation, et on voit aussi à côté que souvent les doses qui sont utiles pour bloquer l'ovulation sont en lien avec les doses qui sont aussi pour transformer l'endomètre vers un phase lutéale. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de savoir que quand on utilise des progestatifs pour bloquer l'ovulation, qu'on peut pas faire un transfert frais, évidemment. Deuxièmement, donc dans cette revue, on voit que souvent, quand on utilise et quand on compare des différents types de progestatifs, on voit en fait en général pas de différence en taux d'implantation, taux de grossesse, et donc on voit que ça c'est vraiment une revue de toute la littérature. Maintenant, il est aussi important, c'est la question, est-ce que cette présence de progestérone déjà très tôt dans la stimulation ovarienne peut pas affecter la qualité des ovocytes? Ça c'est une des dernières papiers qui a regardé le taux de ploïdie, les taux de ploïdie dans les embryons qui sont suite à une stimulation de progestérone, et on voyait pas de différence. Il y a d'autres papiers qui ont les mêmes résultats. Donc en fait, en termes de sécurité, on voit qu'au niveau des ovocytes, au niveau des embryons, les compétences avec la progestérone durant la stimulation parviennent de ne pas être nocifs sur les ovocytes et plus tard sur les embryons. Si on regarde les données que nous on a de notre centre, donc ça c'est aussi une étude rétrospective où on voyait en fait deux types de stimulation. Donc c'était 64 patientes des dons d'ovocytes qui ont effectué autant un protocole antagoniste classique et un protocole de PPOS. Ça c'est parce qu'on avait ces données vu qu'on a introduit le PPOS dans notre centre, et donc beaucoup de patientes de nos dons d'ovocytes avaient fait dans le passé un protocole classique et après un protocole PPOS. Et dans cette étude rétrospective, évidemment, on voyait pas de différence en termes de nombre d'M2 qui ont été récupérés après la ponction, et par contre, les frais de la stimulation étaient beaucoup moins importantes chez les patientes ayant utilisé des progestatifs. Et il y a effectivement beaucoup de données, surtout dans les dons d'ovocytes, qui montrent en général, en termes de recrutement des ovocytes et en termes de M2 retirés, pas de différence. Ici, ça c'est une étude pour vous montrer qu'au niveau des grossesses, les taux de grossesse après, que parfois il y a des différentes options, il y a des différentes outcomes. Par contre, on doit quand même toujours aussi mentionner que toutes ces études ont souvent été, où le taux de la puissance de statistique a souvent été basé sur les ovocytes, sur le nombre d'ovocytes recrutés, et pas sur les outcomes reproductifs. Une autre étude, pour vous montrer qu'ici les taux d'ovocytes retirés après un PPOS, un protocole de PPOS, c'était pas différente. Et dans cette étude, il n'y avait pas de différence non plus dans les taux de naissance vivante après utilisation de ces ovocytes venant d'un cycle PPOS. Et donc une revue récente aussi comparait un antagoniste avec un PPOS, aussi par le groupe de Parisata, n'a pas montré de différence en termes de naissance, en termes de taux de grossesse non plus dans le nombre des ovocytes retirés avec un protocole PPOS. Donc je pense qu'on a quand même pas mal de données. Par contre, et ça c'est toujours quand on introduit une nouvelle étude, il faut qu'on continue à bien surveiller les données, à bien surveiller les taux de naissance vivante pour voir effectivement qu'il n'y a pas de différence. Parce que une des papiers ici aussi récemment publiés avait quand même montré que les taux de naissance vivante cumulés étaient moins bons dans le groupe de PPOS
PPOS comparé avec le groupe de antagonistes. Par contre, je pense que les limitations de cette étude étaient premièrement que c'était un single center étude rétrospectif. La définition des taux de naissance cumulés était un peu questionnée. Il y avait des cycles fresh, des cycles freeze-all, donc ça donne toujours aussi une très grande différence quand on analyse les taux de grossesse. Donc évidemment, il y avait encore pas mal de cycles où il y avait des embryons résiduels après termination de cette étude. Donc quand même des choses à bien surveiller, mais pour l'instant, je pense qu'avec les données qu'on a, on peut être rassuré que ces types de PPOS ou les stimulations utilisant des progestatifs sont quand même assez sécures, bien surveillées donc utilisables certainement quand il y a un freeze-all prédéterminé chez la patiente. Et la dernière chose que je veux partager avec vous, c'est effectivement la possibilité de faire multiples stimulations dans une période ou une phase menstruelle. Et je pense que tout a commencé avec le protocole Shanghai, un protocole très 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 compliqué. Si on regarde ce que les patientes devaient prendre, c'était très compliqué. Mais par contre, la conclusion de cette étude était quand même importante dans le sens où il n'y avait pas de différence dans le nombre d'ovocytes recrutés dans cette différente stimulation, et en fait plutôt que le concept était là, qu'il y avait une possibilité de faire plusieurs stimulations dans une cycle menstruel. Mais évidemment, et après, donc on sait qu'il y a cette publication du groupe de Ubaldi qui a été publiée, où on avait quand même pas mal de discussions sur le fait, est-ce que c'est 2 stimulations dans un cycle menstruel ou est-ce que c'est 2 stimulations consécutives? Parce qu'ici, on regarde après la première stimulation qui commençait classiquement à jour 2 de cycle, on faisait un déclenchement avec un agoniste et on arrêtait pendant 4 jours l'administration des FSH. Si on regarde après un déclenchement avec un agoniste, on voit que la lutéolyse est très 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 rapide et donc on peut se questionner si on commence alors comme eux ils estiment en phase lutéale, si c'est vraiment en phase lutéale, parce que la progestérone probablement est déjà assez basse 4 jours après la ponction et donc 6 jours après le déclenchement avec l'agoniste. Par contre, ce qu'ils voyaient, c'était que au niveau des taux d'embryons euploïdes, que cumulativement, on avait effectivement plus d'ovocytes recrutés dans ces cycles combinés et finalement aussi plus d'embryons euploïdes qui étaient disponibles après ces 2 cycles consécutifs ou après cette dual stimulation, comme eux ils disent. Par contre, il y avait plusieurs stimulations, il y a plusieurs publications qui sont apparues après. Donc, il y a la publication de Cerilio qui ne montrait aucune différence en termes de recrutement des ovocytes ou nombre de COC recrutés après la ponction, des différents protocoles. Première utilisant un agoniste et puis aussi de nouveau 5 jours entre les 2 stimulations et une deuxième stimulation aussi déclenchée par un agoniste et donc pas de transfert frais. Et entre les 2 stimulations, une congélation des ovocytes, parce qu'effectivement, si on fait 2 cycles consécutifs, ça doit être associé soit avec une congélation des embryons, soit avec une congélation des ovocytes pour pouvoir continuer. Deuxième étude qui a été publiée, c'est l'étude par Massin, 2023, où on voyait que c'était aussi 2 cycles consécutifs. Premier déclenchement avec HCG et puis 1 jour d'écart après le retrait des ovocytes pour recommencer avec la stimulation. Et là aussi, entre les 2 cycles, ils ont congelé des ovocytes parce qu'en France, ils peuvent pas accumuler des embryons. Donc c'est pour ça qu'ils ont congelé des ovocytes. Et en fait, on avait quand même un peu des questions comparées à cet arrêt, à cette période d'arrêt, et donc effectivement la définition de la deuxième stimulation. Et c'est pour ça que nous, on a effectué une étude randomisée où on a vraiment continué la stimulation. Donc on voit ici, c'est un RCT qui compare un antagoniste classique, un cycle utilisant un antagoniste classique commencé à jour 2-3 du cycle, avec un cycle combiné. Et en fait, dans notre étude, on n'a jamais arrêté la stimulation. On a continué après le déclenchement, on a continué après la ponction et on a comparé effectivement ces 2 stratégies. On voyait que dans le cycle combiné, la seule différence avec le groupe de contrôle, c'était le déclenchement avec un agoniste, parce que cette lutéolyse importante, on en avait besoin pour faire la deuxième stimulation.
Et le deuxième cycle, effectivement, a été déclenché avec un HCG. Dans le groupe de contrôle, on avait fait un transfert d'embryon frais, et dans le groupe, évidemment, d'études, on avait effectué un freeze-all. Et donc, en fait, c'était surtout une étude qui a été effectuée dans des patientes avec une réserve ovarienne basse, donc l'AMH en dessous de 1,5, ou différents critères, un AFC qui était moins de 6 ou moins de 5 ovocytes qui ont été retirés dans un cycle précédent. Et donc, on voit qu'ici, on regarde les résultats. Donc, on a pu randomiser 48 patientes, 24 dans chaque groupe, avec une finale analysation de 23 patientes par groupe. Et donc, on voit dans le deuxième groupe, ce qui est important dans le groupe d'études, c'est que 60% allaient faire un deuxième retrait d'ovocytes. Donc, déjà, une première limitation de l'étude, c'est que 40% n'arrivaient pas à avoir dans cette deuxième cycle une croissance folliculaire suffisante pour finalement avoir un retrait des ovocytes. Par contre, au niveau de l'âge, au niveau du BMI et AMH, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Et si on regardait les résultats combinés, on voyait qu'il n'y avait pas de différence significative dans le nombre d'ovocytes recrutés après la ponction ou le nombre d'embryons. Je finalise la présentation. Par contre, et ce qui était étonnant, c'était que la première stimulation avait quand même dans le groupe d'études avait quand même beaucoup moins d'ovocytes retirés, 3.3 comparé à 5.3, et on était un peu étonné de ce résultat. Donc on a essayé de regarder ce qui se passait, et donc si on regarde au niveau de pré-ponction la différence, il n'y avait pas de différence en jour de stimulation, pas de différence en follicule vu sur l'échographie, mais si on regarde de nouveau dans cette précédente slide, on voit que après la ponction, il y avait quand même moins d'ovocytes qui ont été retirés dans le groupe où il y avait un déclenchement avec l'agoniste. Et donc on estime que peut-être, et ça a quand même ouvert différentes pensées dans notre centre, dans le sens où le déclenchement par agoniste seul dans cette proportion des patientes avec une réserve ovarienne basse ou les poor responders était peut-être moins bien que le déclenchement par HCG qui a été effectué dans le groupe de contrôle. Par contre, on sait que c'est quand même une population limitée et c'était effectivement pas le premier but de cette étude. Mais donc ça, c'est une des pensées pour évidemment expliquer la différence en termes de follicules recrutés dans ces deux groupes d'études. Et donc finalement, effectivement, pour conclure, je pense qu'il y a plusieurs études qui sont maintenant aussi en train de regarder peut-être un commencement dans la phase lutéale d'abord, et puis une stimulation en phase folliculaire. Le groupe de RACA qui est en train d'effectuer une étude randomisée. Mais je pense, et comme je disais déjà à l'avance, c'est très important d'avoir la définition. Qu'est-ce que c'est un dual stimulation? Est-ce que c'est pas deux cycles consécutifs? Certainement, si on attend 5 jours entre deux stimulations et après un déclenchement avec un agoniste. Et deuxièmement, il y a certains pays, selon Belgique, où on peut pas faire de l'embryo pooling. Donc, dans ce sens-là, on peut pas effectuer 2 cycles consécutifs si c'est pas en cas d'étude. Et puis après aussi, la tolérabilité et le cost effectiveness, c'est quelque chose qu'on doit continuer à aussi chercher. Par contre, et le groupe de Vaiarelli a bien montré que dans leur population, et il faut penser que c'est une population en état privé, où ils doivent effectivement payer soit 2 cycles consécutifs, soit un cycle duo-stim. Et là, dans leur étude, ils voyaient quand même que les drop-out étaient moins importants dans le groupe qui faisait un duo-stim que le groupe qui faisait 2 cycles consécutifs. Donc, juste pour conclure, le PPOS, je pense que c'est assez cost-effectif, certainement pour des cycles où il y a une freeze-all élective qui a été prédéterminée à l'avance. On sait qu'il y a des protocoles flexibles ou fixes qui sont possibles. Et pour les taux de grossesse de la naissance vivante cumulatifs, je pense qu'on doit quand même encore surveiller plus les études qui vont suivre. Pour ce qui est le dual stimulation, donc on voit que souvent dans les articles qui ont été publiés dans le passé,
c'est souvent une double follicular phase stimulation, donc surtout si on attend autant entre les deux stimulations et que c'est vraiment pas supérieur comparé avec deux stimulations conventionnelles, mais en cas très spécifique, par exemple oncologie ou DPI ou dans l'étude, je pense qu'il y a une place pour effectuer ce type de stimulation. Merci à vous. Thank you very much for your excellent presentation. You have conducted a very extensive review of the new trends in ovarian stimulation. So congratulations. Thank you. Is there any question in the audience? Please, Samir. Thank you, Caroline, pour cette excellente topo et une vue d'ensemble sur les différents protocoles actuellement que vous voulez de plus en plus. Une remarque, deux questions très courtes. La première, tu l'as détaillé avec brio, le protocole POPS, et qu'il donne exactement le même résultat que les autres, mais pourquoi ça décolle pas? Pourquoi ça? Ça décolle pas, ces protocoles, parce qu'on reste sur des études, on cite les bénéfices de tout cela, mais il n'y a pas cet engouement, je dirais, des praticiens pour dire allons-y tous ensemble pour mieux comprendre. Ça, c'est ma question. Je comprends, oui. La deuxième, pour le diostime, je crois, il faut faire attention parce que quand tu comparais le papier de Filippo Ubaldi avec Nathalie Massin, l'un chez la normorépondeuse, l'autre chez des patientes dont la réserve ovarienne il est extrêmement altérée. Oui. Alors, là où je viens sur le protocole diostime, dans ton programme chez vous, pourquoi vous changez le gonadotrophine entre la première ponction, la première stime et la seconde stime? Ce que j'ai vu dans l'une de tes diapos, vous passez de gonado alpha vers le gonado bêta. Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que c'est une... c'est juste que normalement, après 7 jours, pour un corifolietropine alpha, on rajoute du bêta journalier pour continuer. On avait ici dans cette... Quel est le rationnel? Non, on a l'habitude en stimulation classique, si on utilise l'alpha, de continuer avec du bêta. Nous, on rajoute jamais un deuxième alpha, on le fait pas. En fait, on a choisi pour l'alpha dans cette étude pour la facilité de la patiente, justement pour ça, parce que ça nous permet effectivement, donc l'alpha c'est 7 jours, donc on fait une injection qui est là pour 7 jours, et c'est pour ça qu'après on doit rajouter avec du bêta pour en termes de critères de déclenchement, d'arriver à les 3 follicules de 17 ou plus. C'est pour ça qu'il y a les deux types de gonadotrophine qui sont dans cette étude. Et alors pour le protocole POPS, pourquoi ça décolle pas? Pourquoi il n'y a pas cet engouement de... Je pense que ça dépend un peu. Donc, dans notre centre, c'est vrai que dans le passé, on avait, pour les DPI, par exemple, on continuait à utiliser les antagonistes classiques. Par contre, maintenant, on a quand même fait un changement. Et donc, pour toutes les patientes qui font un freezing médical ou non médical, et pour toutes les patientes qui effectuent un DPI, on est sur un PPOS. Je pense que ça dépend un peu des endroits à endroits. Je pense que c'est toujours comme ça avec un changement d'esprit, que ça prend du temps avant que ça décolle. Par contre, je peux vous dire d'expérience dans notre centre que c'est protocole PPOS et on fait un protocole fixe. On commence souvent par practicalité en début de cycle et on utilise directement le PPOS. On utilise du dihydrogestérone et on l'associe avec les gonadotrophines dès le début, dès jour 2 du cycle, parce que c'est pratique. Ça implique moins de fautes dans les patients. C'est d'autant plus, tu démontres clairement qu'il y a une économie, je crois, de 400 €. Oui. Pour un pays comme le Maroc où la patiente paye intégralement. Oui, tout à fait. La tentative, c'est quand même... La seule inconvénient, c'est qu'on ne peut pas faire un transfert frais et qu'il faut effectivement bien informer les patientes. Mais en termes de frais, c'est vrai que c'est une très, très grande différence. Et on voit d'expérience que ça marche très, très bien. Les patientes sont très, très, très contentes aussi, très convaincants. Oui, tout à fait. Merci.